6 ans avant sa disparition, survenue en 1991, le 15 mai 1991, l'écrivain malien Amadou Hampâté Bâ, comme je vous le disais, écrivit une lettre à la jeunesse mondiale. Très touchant. Je le cite, je vous lis la lettre tout de suite. Celui qui vous parle est l'un des premiers-nés du XXe siècle. Il a donc vécu bien longtemps et, comme vous l'imaginez, vu et entendu beaucoup de choses de par le vaste monde. Il ne prétend pas, pour autant, être un maître en quoi que ce soit. Avant tout, il s'est voulu un éternel chercheur, un éternel élève. Et aujourd'hui encore, sa soif d'apprendre est aussi vive qu'au premier jour. Il a commencé par chercher en lui-même, se donnant beaucoup de peine pour se découvrir et se bien connaître afin de se reconnaître en son prochain et l'aimer en conséquence. Il souhaiterait que chacun de vous fasse autant. Après cette quête difficile, il entreprit de nombreux voyages à travers le monde. Afrique, Proche-Orient, Europe, Amérique. En élève sans complexe ni préjugés, il sollicita l'enseignement de tous les maîtres et de tous les sages qu'il lui fut donné de rencontrer. Il se mit docilement à leur écoute. Il enregistra fidèlement leurs dires et analysa objectivement leurs leçons, afin de bien comprendre les différents aspects de leur culture. Car le grand problème de la vie, c'est la mutuelle communication. Certes, qu'il s'agisse des individus, des nations, des races ou des cultures, nous sommes tous différents les uns des autres. Mais nous avons tous quelque chose de semblable aussi. Et c'est ce qu'il faut chercher pour pouvoir se reconnaître en l'autre et dialoguer avec lui. Alors, nos différences, au lieu de nous séparer, deviendront complémentarité et source d'enrichissement personnel. De même que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes, des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde. Combien ennuyeux et monotone serait un monde uniforme où tous les hommes, calqués sur un même modèle, penseraient et vivraient de la même façon. N'ayant plus rien à découvrir chez les autres, comment s'enrichirait-on soi-même? À notre époque, si grosse de menaces de toutes sortes, les hommes doivent mettre l'accent non plus sur ce qui les sépare, mais sur ce qu'ils ont de commun, dans le respect de l'identité de chacun. La rencontre et l'écoute de l'autre est toujours plus enrichissante, même pour l'épanouissement de sa propre identité, que les conflits et les discussions stériles pour imposer son propre point de vue. Un vieux maître d'Afrique disait: il y a ma vérité et ta vérité, qui ne se rencontrent jamais. La vérité se trouve au milieu. Pour s'en approcher, chacun doit se dégager un peu de sa vérité pour faire un pas vers l'autre. Jeunes gens, derniers-nés du XXe siècle, vous vivez à une époque à la fois effrayante par les menaces qu'elle fait peser sur l'humanité et passionnante par les possibilités qu'elle ouvre dans le domaine des connaissances et de la communication entre les hommes. La génération du XXIe siècle connaîtra une fantastique rencontre des races et d'idées. Selon la façon dont elle assimilera ce phénomène, elle assurera sa survie ou provoquera sa destruction par des conflits meurtriers. Dans ce monde moderne,
Personne ne peut plus se réfugier dans sa tour d'ivoire. Tous les États, qu'ils soient forts ou faibles, riches ou pauvres, sont désormais interdépendants, ne serait-ce que sur le plan économique ou face au danger d'une guerre internationale. Qu'ils le veuillent ou non, les hommes sont embarqués sur un même bateau. Qu'un ouragan se lève et tout le monde sera menacé à la fois. Ne vaut-il pas mieux essayer de se comprendre et de s'entraider mutuellement avant qu'il ne soit trop tard? L'interdépendance même des États impose une complémentarité indispensable des hommes et des cultures. De nos jours, l'humanité est comme une grande usine où l'on travaille à la chaîne. Chaque pièce, petite ou grande, a un rôle défini à jouer qui peut conditionner la bonne marche de toute l'usine. Actuellement, en règle générale, les blocs d'intérêt s'affrontent et se déchirent. Il vous appartiendra peut-être, aux jeunes, de faire émerger peu à peu un nouvel état d'esprit davantage orienté vers la complémentarité et la solidarité, tant individuelle qu'internationale. Ce sera la condition de la paix, sans laquelle il ne saurait y avoir de développement. Je me tourne maintenant vers vous, jeunes Africains noirs. Peut-être certains d'entre vous se demandent-ils si nos pères avaient une culture, puisqu'ils n'ont pas laissé de livres. Ceux qui furent pendant si longtemps nos maîtres à vivre et à penser, n'ont-ils pas presque réussi à nous faire croire qu'un peuple sans écriture et sans culture? Mais il est vrai que le premier soin de tout colonisateur, quel qu'il soit, à toutes les époques et d'où qu'il vienne, a toujours été de défricher vigoureusement le terrain et d'en arracher les cultures locales, afin de semer à l'aise ses propres valeurs. Heureusement, grâce à l'action de chercheurs tant africains qu'européens, les opinions ont évolué en ce domaine et on reconnaît aujourd'hui que les cultures locales sont des sources authentiques de connaissances et de civilisation. La parole n'est-elle pas, de toute façon, mère de l'écrit? Et ce dernier n'est-il pas autre chose qu'une sorte de photographie du savoir et de la pensée humaine? Les peuples des races noires, n'étant pas des peuples d'écriture, ont développé l'art de la parole d'une manière toute spéciale. Pour n'être pas écrite, leur littérature n'en est pas moins belle. Combien de poèmes, d'épopées, de récits historiques et chevaleresques, de contes didactiques, de mythes et de légendes aux verbes admirables se sont ainsi transmis à travers les siècles, fidèlement portés par la mémoire prodigieuse des hommes de l'oralité, passionnément épris de beaux langages et tous poètes. De toute cette richesse littéraire en perpétuelle création, seule une petite partie a commencé d'être traduite et exploitée. Un vaste travail de récolte reste encore à faire auprès de ceux qui sont les derniers dépositaires de cet héritage ancestral, hélas, en passe de disparaître. Quelle tâche exaltante pour ceux d'entre vous qui voudront s'y consacrer. Mais la culture, ce n'est pas seulement la littérature orale ou écrite, c'est aussi et surtout un art de vivre, une façon particulière de se comporter vis-à-vis de soi-même, de ses semblables et de tout le milieu naturel ambiant. C'est une façon de comprendre le rôle et la place de l'homme au sein de la création. La civilisation traditionnelle, je parle surtout de l'Afrique de la savane, au sud du Sahara, que je connais
plus particulièrement, était avant tout une civilisation de responsabilité et de solidarité à tous les niveaux. En aucun cas, un homme, quel qu'il soit, n'était isolé. Jamais on n'aurait pas laissé une femme, un enfant, un malade ou un vieillard vivre en marge de la société, comme une pièce détachée. On lui trouvait toujours une place au sein de la grande famille, où même l'étranger de passage trouvait gîte et nourriture. L'esprit communautaire et le sens du partage présidaient à tous les rapports humains. Le plat de riz, si modeste fût-il, était ouvert à tous. L'homme s'identifiait à sa parole, qui était sacrée. Le plus souvent, les conflits se réglaient pacifiquement grâce à la palabre. Se réunir pour discuter, dit l'adage, c'est mettre tout le monde à l'aise et éviter la discorde. Les vieux, arbitres respectés, veillaient au maintien de la paix dans le village. Paix, la paix seulement, sont les formules clés de toutes les salutations rituelles africaines. L'un des grands objectifs des initiations et des religions traditionnelles était l'acquisition par chaque individu d'une totale maîtrise de soi et d'une paix intérieure sans laquelle il ne saurait y avoir de paix extérieure. C'est dans la paix et dans la paix seulement que l'homme peut construire et développer la société. Alors que la guerre ruine en quelques jours ce que l'on a mis des siècles à bâtir. L'homme était également considéré comme responsable de l'équilibre du monde naturel environnant. Il lui était interdit de couper un arbre sans raison, de tuer un animal sans motif valable. La terre n'était pas sa propriété, mais un dépôt sacré confié par le Créateur et dont il n'était que le gérant. Voilà une notion qui prend aujourd'hui toute sa signification. Si l'on songe à la légèreté avec laquelle les hommes de notre temps épuisent les richesses de la planète et détruisent ses équilibres naturels. Certes, comme toute société humaine, la société africaine avait aussi ses excès et ses faiblesses. C'est à vous, jeunes gens et jeunes filles, adultes de demain, qu'il appartiendra de laisser disparaître d'elles-mêmes les coutumes abusives, tout en sachant préserver les valeurs traditionnelles positives. La vie humaine est comme un grand arbre et chaque génération est comme un jardinier. Le bon jardinier n'est pas celui qui déracine, mais celui qui, le moment venu, sait élaguer les branches mortes et, au besoin, procéder judicieusement à des greffes utiles. Couper le tronc d'arbre serait se suicider, renoncer à sa personnalité propre pour endosser artificiellement celle des autres, sans y parvenir jamais tout à fait. L'art encore, souvenons-nous de l'adage. Le morceau de bois a beau séjourner dans l'eau, il flottera peut-être, mais jamais il ne deviendra caïman. Soyez, jeunes gens, ce bon jardinier qui sait que, pour croître en hauteur et étendre ses branches dans toutes les directions de l'espace, un arbre a besoin de profondes et puissantes racines. Ainsi bien enraciné en vous-même, vous pourrez sans crainte et sans dommage vous ouvrir vers l'extérieur, à la fois pour donner et pour recevoir. Pour ce vaste travail, deux outils vous sont indispensables. Tout d'abord, l'approfondissement et la préservation de vos langues maternelles.
véhicule irremplaçable de nos cultures spécifiques. Ensuite, la parfaite connaissance de la langue héritée de la colonisation. Pour nous, la langue française, tout aussi irremplaçable, non seulement pour permettre aux différentes ethnies africaines de communiquer entre elles et de se mieux connaître, mais aussi pour nous ouvrir à l'extérieur et nous permettre de dialoguer avec les cultures du monde entier. Jeunes gens d'Afrique et du monde, le destin a voulu qu'en cette fin du XXe siècle, à l'aube d'une ère nouvelle, vous soyez comme un pont jeté entre deux mondes. Celui du passé où de vieilles civilisations n'aspirent qu'à vous léguer leurs trésors avant de disparaître, et celui de l'avenir, plein d'incertitudes et de difficultés. Certes, mais riche aussi d'aventures nouvelles et d'expériences passionnantes. Il vous appartient de relever le défi et de faire en sorte qu'il y ait non rupture militante, mais continuation sereine et fécondation d'une époque à l'autre. Dans les tourbillons qui vous emportent, souvenez-vous de vos vieilles valeurs de communauté, de solidarité et de partage. Et si vous avez la chance d'avoir un plat de riz, ne le mangez pas tout seul. Si des conflits vous menacent, souvenez-vous des vertus du dialogue et de la palabre. Et lorsque vous voudrez vous employer, au lieu de consacrer toutes vos énergies à des travaux stériles et improductifs, pensez à revenir à la mer, la terre, à notre mère, la terre, notre seule vraie richesse, et donnez-lui tous vos soins afin que l'on puisse en tirer de quoi nourrir tous les hommes. Bref, soyez au service de la vie sous tous ses aspects. Certains d'entre vous diront peut-être, c'est trop nous demander. Une telle tâche nous dépasse. Permettez au vieil homme que je suis de vous confier un secret. De même qu'il n'y a pas de petit incendie, tout dépend de la nature du combustible rencontré. Il n'y a pas de petit effort. Tout effort compte et l'on ne sait jamais au départ de quelle action apparemment modeste sortira l'événement qui changera la face des choses. N'oubliez pas que le roi des arbres de la savane, le puissant et majestueux baobab, sort d'une graine qui, au départ, n'est pas plus grosse qu'un tout petit grain de café. Voici donc le testament laissé à la jeunesse mondiale et africaine par Amadou Hampâté Bâ. Très ému encore, c'est la 4e fois que je lis cette lettre. Et voilà, ça me transporte toujours. Oui, voici donc le testament laissé à la jeunesse par Amadou Hampâté Bâ. À l'humanité tout entière, il laissera en héritage une impressionnante bibliographie, dont nous vous conseillons d'ailleurs quelques œuvres. L'Empire Peul du Massina, publié en 1955, nouvelle édition en 1984. Vie et enseignement de Tierno Boka, le sage de Bandiagara, publié en 1957, réécrit en 1980, adapté au théâtre par Peter Brook en 2003. Kaïdara, récit initiatique Peul, publié en 1969. Aspect de la civilisation africaine, publié en 1972. L'étrange destin de Wangrin, publié en 1973, qui reçut le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1974. L'éclat de la grande étoile, publié également en 1974. Jésus vu par un musulman,
Jésus vu par un musulman, publié en 1976. Petit Baudiel, Conte Peul et version en prose de Kaïdara, publié en 1976. Ndjedo Dewal, Mère de la calamité, publié en 1985. Conte fantastique et initiatique Peul. Ce que vaut la poussière, Contes et récits du Mali, publié en 1987. Amadou Hampâté-Bâ se consacra alors entièrement à son travail de recherche et d'écriture. Les dernières années de sa vie, il les passera à Abidjan en Côte d'Ivoire, à classer ses archives accumulées durant sa vie sur les traditions orales d'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à la rédaction de ses mémoires. Son œuvre, Amkoulel, l'enfant Peul, et une autre œuvre, Oui, mon commandant, et Il n'y a pas de petite querelle, publié en 2000, seront en fait des œuvres publiées à titre posthume après sa mort, puisqu'il est décédé le 15 mai 1991. Donc, il a traversé le siècle. Et il était plein de sagesse encore jusqu'au dernier moment. Amadou Hampâté-Bâ a reçu de nombreuses distinctions. Et la postérité lui a également et continue à lui rendre culte. La preuve, nous sommes là. En 1974, il a reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, comme je le disais. Mais d'abord en 1975, l'Académie française lui décerna la médaille d'argent du prix de la langue française pour ses services rendus à la langue française au dehors, c'est-à-dire en dehors de la France. Et il disait sa fierté de partager en commun avec beaucoup d'autres la langue française, car entre nous, nous savons très bien, peut-être que nous n'évaluons pas assez les difficultés. Si chacun devrait parler dans son dialecte, dans sa langue vernaculaire, on ne se comprendrait pas beaucoup. Donc, heureusement, peut-être il y a que nous avons en commun l'usage d'autres langues qui sont aussi des langues internationales, telles que le français, l'anglais, et pourquoi pas l'espagnol, le portugais, le russe et autres, qui sont des langues internationales. Mais, ceci dit, il y a aussi des langues à portée internationale et même universelle en Afrique. Et je fais référence à la langue Yoruba. Le Yoruba, qui est généralement parlé aussi dans des espaces très peuplés, tels que le Brésil, mais aussi aux États-Unis. On a vu dans des communautés noires, en Louisiane et ailleurs, et le Cuba, Porto Rico et tout ça, où il y a encore un usage très poussé de la langue française. Et sans oublier que cette langue, de la langue Yoruba. Et le Yoruba, bien sûr, venant du Nigeria, et qui est généralement parlé aussi au Bénin, Togo et au Ghana. Donc, et en Afrique australe, il y a aussi le Swahili qui est parlé, qui est une langue à portée internationale. Voilà. Mais bon, nous échangeons aujourd'hui et je vous parle en français, vous m'écoutez. Et il me serait difficile de vous parler le lingala que je ne comprends pas, ou de comprendre le lingala que vous allez me parler, ou une autre langue bantoue, ou même de l'Afrique de l'Ouest. Voilà ce qu'il mettait en exergue dans sa lettre, Amadou Hampâté-Bâ. Soyons fiers de nos acquis et essayons de les partager ensemble avec d'autres, surtout dans la compréhension des peuples pour un monde de plus en plus métissé. Et le métissage, ce n'est pas que
Non, le métissage, c'est sur beaucoup de choses. C'est aussi dans les arts sportifs, dans les arts culinaires, c'est aussi dans les échanges. Bon, voilà, c'est ça. Essayer de comprendre l'autre. Dans le 10e arrondissement de Paris, il y a un square qui a été dédié à Amadou Hampâté Bâ, en hommage, dans le 10e arrondissement de Paris. Et au Sénégal, il y a une université qui porte son nom. Une pièce de théâtre a été consacrée à son héritage également. Donc, voilà pour cet illustre africain, mais pas que. Cet homme qui appartient dorénavant à toute l'humanité. Parce qu'il était d'abord humaniste lui-même et il aimait profondément les hommes. C'est ce qu'il faut retenir. Et surtout, son Afrique, sa culture et ses traditions. La culture, la tradition de l'oralité. Et il était aussi un des gardiens de cette oralité, mais aussi de la transcription de ces savoirs et connaissances endogènes dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Je n'ai qu'une envie de dire que, voilà, paix à son âme, et que d'abord sa famille biologique, ses enfants, ses amis, ses petits-enfants soient fiers de lui, parce que moi je suis très fier de lui. Paix à son âme. Chères auditrices et chers auditeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ainsi s'achève notre émission de ce jour. Je vous remercie pour votre attentive écoute. C'était Guillaume Adoui, fondateur des éditions Ibidoun, maison d'édition de livres, orientée vers l'Afrique et ses diasporas, mais également vers toutes les communautés afro-descendantes de l'Amérique, des Caraïbes et des Antilles. Je vous demanderai une faveur, c'est de bien vouloir vous abonner à notre page afin de garder contact avec nous et d'être alerté pour nos prochaines publications, mais aussi de participer et de nous faire des suggestions si vous voulez. Ce sera un plaisir. Nous aurons également plaisir à vous accompagner dans vos projets éditoriaux. Si vous en avez, vous nous contactez et ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner pas à pas jusqu'à la publication de votre ouvrage. Je vous remercie encore, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur la radio panafricaine L'Afrique d'une seule voix, dans l'édition Odyssée dans nos oreilles, les lundis, mercredis et vendredis. Sinon, c'est une émission qui passe du lundi au vendredi. Donc, le mardi et le jeudi, vous allez retrouver ma consoeur Chancel Florence, qui sera aux commandes de cette émission. À très bientôt donc.